Actualité, comme tous les vendredis dans la Fabrique de l'Histoire, actualité des parutions en histoire, ce matin avec 2 ouvrages récents d'histoire sensible. Odeurs et sentiments au programme de la Fabrique ce matin. Pour commencer, 2 ouvrages. Celui de Robert Meuchemblé sur la civilisation des odeurs à l'époque moderne qui vient de paraître aux Belles Lettres et celui de Sarah Ray sur le pouvoir des larmes à l'époque antique, dans la Rome antique même, paru chez Anna Mosin. Puis Catherine Decopé nous parlera dans sa chronique La Fabrique de l'Autre, dans laquelle elle s'intéresse à la façon dont les groupes sociaux sont nommés par d'autres, nous parlera des Rohingyas. Enfin, nous retrouverons avec plaisir, pour finir, notre séquence C'était à la une, dans laquelle nous mettons en avant un grand texte de presse tiré du site Retro News de la Bibliothèque nationale de France. Aujourd'hui, le procès de Landru, vu par l'écrivain et journaliste Colette, en hommage à Daniel Dardieu, qui interpréta la première victime de Landru dans le grand film de Claude Chabrol en 1963. Nous aurons des lits pleins d'odeurs légères, des divans profonds comme des tombeaux, et d'étranges fleurs sur des étagères écloses pour nous, sous des cieux plus beaux. Usant à l'envie, leur chaleur dernière, nos 2 cœurs seront de vastes flambeaux qui réfléchiront leur double lumière dans nos 2 esprits, ces miroirs jumeaux. Robert Meuchemblé, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous qui êtes toujours, en tant qu'historien, entre la France et les États-Unis, vous venez de publier aux éditions des Belles Lettres un nouveau livre, La civilisation des odeurs, entre le XVIe et le XIXe siècle. Vous êtes un grand spécialiste de ce qu'on appelait dans le temps l'histoire des mentalités. Aujourd'hui, on appelle ça l'histoire des sensibilités, l'histoire des émotions. Vous avez travaillé, entre autres, sur la question des sorcières, sur la question du diable, sur les questions de violence ou de sexualité sous l'Ancien Régime, et donc vous nous offrez une civilisation des odeurs. Évidemment, le premier mot, le premier nom qui vient dans cette civilisation des odeurs, qui ouvre le livre, c'est celui de Norbert Elias, donc celui qui avait inventé avant la Seconde Guerre mondiale, en tant que sociologue et anthropologue de l'histoire, avait inventé ce terme de civilisation, processus de civilisation qui, selon lui, montrait que au fur et à mesure du temps, on éloignait la guerre de notre quotidien et on civiliser nos mœurs d'une certaine façon, et vous avez réfléchi à cette question des odeurs dans le cadre de ce travail de Norbert Elias, qui évidemment date et qu'on peut critiquer aujourd'hui. Oui, c'est en même temps un hommage à Norbert Elias que j'aime beaucoup, mais évidemment, la façon dont il travaille est relativement différente de la mienne, non seulement parce que des décennies se sont passées, mais aussi parce que sa vision est celle d'un homme des Lumières, c'est-à-dire d'un progrès continu de l'humanité, en particulier de l'Occident, etc. Et je ne trouve pas la même chose, mais ce n'est que une sorte de petite addition à une civilisation des mœurs, de regarder comment fonctionne un des sens humains, qu'on considérait comme le plus faible de tous jusqu'à une époque très récente. Alors, l'odorat, évidemment, c'est ce sens, et les odeurs sont au centre de votre travail, ce dernier travail paru aux éditions des Belles Lettres, Robert Meuchemblé. Pourquoi ajouter aussi aux travaux d'autres qui ont travaillé sur ces questions-là, qui s'appellent Georges Viegarello ou Alain Corbin avec le miasme et la jonquille? Qu'est-ce que la documentation que vous mobilisez nuance des évolutions ou des visions qu'avaient ces autres historiens sur cette question-là? Elle permet de voir qu'il y a des périodes totalement inconnues.
Ces deux historiens se sont placés, surtout Corbin, à partir du XVIIIe siècle. Et moi, je me place nettement plus haut. Le point de départ de la civilisation des odeurs, c'est la fin du Moyen-Âge. C'est un monde puant, horriblement puant. Ça, ce n'est pas une nouveauté, on le sait depuis longtemps, en particulier dans les villes. Mais c'est aussi la manière dont les contemporains ont réagi à ces puanteurs ou à des dangers. Et en fait, il y a eu deux révolutions des odeurs. Une au XVIe siècle. Une au XVIe siècle, XVIe, XVIIe siècle, Voilà. et une autre vers le milieu du XVIIIe siècle, dont Corbin a saisi la fin. La première révolution des odeurs est l'invention, non pas du parfumeur, mais du parfumeur prophylactique. C'est-à-dire Une sorte de barrière que l'on met autour de voilà. soi pour se protéger des mauvaises odeurs et donc de ce qu'elles veulent dire, c'est-à-dire la peste en particulier, tout un tas d'autres maladies. Exactement. En réalité, il s'est passé quelque chose de fondamental qui tient à l'histoire de la médecine, pour être précis. C'est la récurrence de la peste en Europe à partir du XVIe siècle, surtout de la seconde moitié du XVIe siècle jusqu'à la fin du XVIIe. La dernière grande peste étant celle de Marseille en 1720. 1720, c'est ça. Donc dans cette période, c'est un fléau calamiteux, la peste. On ne sait pas comment lutter contre lui. Et on ne sait pas comment il se transmet. C'est-à-dire que les médecins ont une théorie, mais la théorie en question est une théorie particulière, c'est une vapeur venimeuse de l'air. C'est-à-dire c'est un air corrompu. En gros, j'ai appelé ça l'haleine du diable. C'est-à-dire c'est le démon qui, autorisé par Dieu, envoie le glaive pesteux de Dieu sur la terre, et quiconque en contact avec l'air extérieur pesteux va être malade et mourir. Donc on se barricade. On se barricade et on invente une cuirasse odorante. C'est l'invention des parfums, en fait, mais des parfums particuliers. Le musc, la civette et l'ambre. Donc des parfums animaux. Parfums animaux, que l'on appelle d'ailleurs techniquement des parfums excrémentiels animaux. Les deux premiers, musc et civette, sont extraits de glandes sexuelles d'animaux, et le troisième de l'estomac des cachalots. Ce sont des parfums très très forts, très puissants, dont on a perdu aujourd'hui presque la trace. Bon, vous dites à la fin de votre livre On y revient un peu. Ils reviennent un peu, mais de manière un peu par la bande, pourrait-on dire. Alors, il y a cette cuirasse que l'on se fabrique par ces odeurs au XVIe, XVIIe siècle, mais il y a une autre façon de se protéger, c'est de se protéger non seulement de la peste, mais de tout ce qui empeste la ville en particulier du XVIe et du XVIIe siècle. Alors vous nous racontez ce que l'on sait déjà, plus ou moins, c'est-à-dire effectivement ces excréments qui coulent dans les caniveaux de cette ville du XVIe et XVIIe siècle, ces odeurs pestilentielles. Et il faut donc se protéger aussi de ces odeurs-là. Tout à fait. Et les endroits terribles sont partout dans la ville. Par exemple, ils sont au centre de Paris, au XVIIIe siècle. Dans l'île de la Cité, on ne respire pas parce qu'il y a les bateaux dépotoirs d'ordures qui passent sur la Seine et qui envoient des vapeurs corrosives. Les voisins se plaignent que ça détruit même le teint des glaces, etc. Et il y a une véritable pollution qui n'est pas encore tout à fait industrielle, mais qui vient des métiers sales. Alors il y a évidemment cette question-là, et puis il y a la question de ces excréments humains ou animaux qui sont présents partout dans la ville, dites-vous, et ces excréments sont à la fois valorisés et dévalorisés. Ils sont valorisés dans un certain type de littérature qu'on pourrait appeler rabelaisienne, par exemple, dévalorisés évidemment dans certains milieux, et ils marquent aussi la société en classe. Il y a ceux qui peuvent s'échapper de cet excrémentiel et ceux qui sont malheureusement contraints d'y vivre. Tout à fait. C'est l'invention de la maison de